Bienvenue à tous à ma conférence Comment débuter dans l'accessibilité. Est-ce que parmi vous dans la salle, vous connaissez un peu le sujet ou pas du tout? Levez la main. Un petit peu, bon, c'est l'occasion de vous découvrir. Moi, j'ai pour but de vous aider à comment débuter dans l'accessibilité numérique avec le HTML, tout simplement. C'est pour vous donner des astuces, comment bien démarrer. Et ensuite, une fois que vous avez des petits outils, vous pouvez commencer à développer un petit peu, mais il faudra ensuite faire une vraie formation pour vraiment rendre accessible. Donc, je m'appelle Emmanuel, je suis sourde de naissance et appareillée de 2 implants OER, c'est des appareils auditifs bien plus développés, c'est au-dessus. Voilà, je suis développeuse full stack depuis une dizaine d'années. Je travaille chez Shodo à Paris depuis 1 mois. Je suis nouvelle chez Shodo. Shodo est vraiment une ESN, qui est très réputée autour de la justice sociale, la transparence, tout autour du développement, et c'est vraiment une boîte qui est très ancrée sur ses valeurs. Je suis également membre de l'association Duchesse France parce que c'est vraiment important de représenter les femmes dans la tech. Nous sommes malheureusement très peu nombreuses et donc c'est important de promouvoir les femmes. Et je suis certifiée en accessibilité numérique chez SSR2 et j'ai suivi une formation de 3 jours là-bas et qui m'a permis de consolider mes compétences en accessibilité numérique. Alors d'abord, je vais vous expliquer ce que c'est l'inaccessibilité numérique. C'est pour les personnes qui sont dans l'incapacité de grossir ou de réduire le texte sans modifier la structure du site. Heureusement, aujourd'hui, avec la responsive, il y a moins de soucis, mais c'est pas toujours le cas. Je peux pas naviguer sur le clavier je peux pas naviguer sur le site avec mon clavier, donc la touche Tab, qui est utilisée pour naviguer sur le site, et ça on sous-estime vraiment l'utilisation de la navigation par le clavier. Je peux pas regarder personnellement des vidéos qui sont pas sous-titrées ou écouter le podcast sans les transcriptions. La police est trop petite, donc avec les valeurs trop réduites, on peut pas voir facilement la police. Et souvent, pour les personnes d'ici, il n'y a pas la bonne police, c'est de type non fantasy ou avec empadement, c'est plus compliqué. Les couleurs sont pas suffisamment constatées, soit elles sont trop vives, trop claires et on ne forme pas suffisamment. Et on se retrouve dans la possibilité de remplir ou de valider un formulaire. Les images, elles sont pas décrites pour les personnes aveugles et malvoyantes. Mon lecteur d'écran, il me parle en anglais alors que le site est en français. Ah, ça, on se retrouve à bloquer, on peut pas, on prend ce qu'il est ici. Je peux pas payer en ligne, ou alors, je suis en plein de boutons ou de liens identiques non titrés, je sais pas où il est. Et pour vous prouver ça, on a des utilisateurs ou des utilisatrices qui ont des problèmes d'accessibilité. Sur Twitter régulièrement, et aujourd'hui on se retrouve ces problématiques. Il y en a qui datent, mais ça revient même à des problèmes qu'on rencontre régulièrement. Par exemple, pouvoir commander des billets à la Fnac et ne pas savoir choisir son type de carte bancaire, ou alors on va finaliser son inscription. Sylvie, elle se retrouve dans la possibilité de savoir lequel c'est écrit pouton. Ou alors, avec les signes marchands, Sylvie dit, mais voilà, tous les boutons, ils sont nommés moutons, comment je fais pour les distinguer? Il y a aussi Sylvie qui dit, le site, il me vocalise en anglais. Donc, au niveau d'accessibilité, c'est un problème. Et Céline, elle va sur les sites, c'est vraiment la roulette russe pour elle. Elle sait jamais, elle découvre un nouveau site si elle va être accessible ou pas. Et elle se dit, mais à chaque fois que je vais sur un site, au moins 2% des sites où je vais, ils me sont accessibles. 2%, vous imaginez? C'est face à une infinité de sites qui existent sur Internet. Personnellement, j'ai des problèmes de vue et du coup, avec ma Internet, je vois pas les couleurs. Et j'ai dit, mais voilà, vous avez sur votre newsletter, vous avez des jolis contrastes, c'est joli, mais c'est pas suffisamment contrasté. Je peux pas lire ce qui est écrit.
Céline, elle dit souvent, mais c'est une pochette surprise. Je vais y sur les liens, je sais jamais. Je dis adresse du lien, adresse du lien, adresse du lien. Donc, je y sur un lien, ah, c'est pas le bon lien. Je y sur un autre lien, ah non, c'est pas le bon lien. Donc, vraiment, pour elle, c'est une pochette surprise. Et elle se retrouve à remplir la paperasse administrative et le formulaire au moment de y sur le formulaire. C'est encadré en rouge. Oui, nous on voit, mais pas elle. Au moins, elle peut savoir tel champ est en erreur. Donc, c'est un problème. Ou alors, pour demander à la poste, ce sont des gestes quotidiens on a l'habitude de faire tous les jours, mais pour Céline et Sylvie, Fernando, c'est compliqué. Donc, pour des programmer sur Oli, c'est compliqué également. Et enfin, pour payer, faire des impôts, elles sont considérées comme citoyennes, elles se retrouvent dans la possibilité de remplir ces impôts correctement. Donc, vous pouvez voir, ce sont des gestes quotidiens qui peuvent être compliqués. L'accessibilité numérique, c'est la capacité pour toute personne de lire et de comprendre, d'utiliser correctement, pleinement et sans blocage des sites digitaux. Ça veut dire que je vais sur un site internet, je dois pas avoir de problème. Zéro problème. Et je fais mes achats, ensuite je remplis les formulaires, je fais ce que je veux, je rencontre le moindre problème. Il faut savoir qu'en France, on est une personne sur 6 est handicapée. En France, elle représente environ 12 millions de personnes handicapées, ce qui est énorme. Alors, vous imaginez, pour 12 millions de personnes handicapées, les sites ne sont pas accessibles. Ils ne sont pas dans la capacité de commander vos produits, de remplir vos formulaires. Il y a un problème. Ça concerne les personnes aveugles et malvoyantes qui utilisent un lecteur d'écran pour naviguer sur Internet ou un loupe agrandissante pour lire le contenu du site. Les personnes sourdes et malentendantes dont j'en fais partie, j'ai besoin de voir les vidéos sous-titrées ou des podcasts transcrites. Pour les personnes qui ont des problèmes moteurs, qui ont des problèmes de tremblement ou de paralysie des bras, qui ne peuvent pas utiliser la souris, et donc elles vont utiliser le clavier pour naviguer sur Internet. Ou alors les personnes qui ont des problèmes de photosensibilité, si les contrastes ne sont pas respectés, donc si on a un fond orange avec du texte de couleur jaune, ça va être complètement illisible. Il y a un problème de contraste. Et n'oublions pas les personnes âgées qui peuvent aussi rencontrer ce genre de problématique. Au final, l'accessibilité, c'est une affaire de toutes et toutes personnes, parce qu'on a tous un souci, des problèmes de vue, des problèmes de motricité, problèmes d'audition. Il y a des personnes qui ont un handicap situationnel, c'est-à-dire un bébé dans les bras et on peut pas se retrouver à utiliser la souris. Donc on va utiliser le clavier pour stabiliser sa façon de naviguer. Ou alors un handicap temporaire qui fait temporairement on a un bras cassé ou une jambe cassée pour une période donnée, on va être bloqué sur notre façon de naviguer sur Internet. Donc en fait, ça concerne tout le monde, l'accessibilité numérique. Et sont vos armes pour tester, c'est un clavier, un lecteur d'écran et c'est tout. N'utilisez pas votre souris, c'est une solution de facilité. Les lecteurs d'écran, ils existent, c'est jour sur Windows, NVDA sur Windows, Oria, Linux, Reservoir, iOS et Toba sur Android. Alors, je vais vous faire une petite démo avec un site non accessible. Donc là, je vais utiliser NVDA, donc il y a un lecteur d'écran. Je vais utiliser un visionneuse de paroles pour moi. Ça transcrit ce qu'ils disent parce que j'entends pas ce qu'ils disent oralement. Donc, j'arrive sur le nom. Contacter Copyright Lamae et 4 pages de plus, personnel Microsoft Edge fenêtre. Nous contacter Copyright Lamae document. Édition. Nous contacter Copyright Lamae document. Édition, édition vide, édition vide, édition vide. Écrivez votre message édition multiligne vide. Moi, je sais, je dois écrire un message, mais je suis incapable de savoir quel champ je dois remplir. Donc, c'est un problématique. C'est facile à résoudre et je vous donnerai des astuces. Donc, on va éteindre ça. Par exemple, quand je suis sur Allociné, j'utilise la touche tab et voilà, je navigue. Je vois des trucs qui bougent, mais après, voilà, je vois le menu et
voilà, je sais pas où je vais, je voudrais aller sur le... Ah non, je vois des liens qui s'affichent, mais c'est pas explicite, implicite. Donc voilà, il y a une information, je sais pas où je vais sur Allociné, donc je suis bloquée sur ma façon de naviguer. Ou alors, je vais sur le site de RTP et je me retrouve à zoomer jusqu'à 500%. Et je veux descendre, bon, je vois ça. Voilà, je vois pas, c'est, je sais pas, user friendly. Donc, les personnes qui ont besoin de voir de contenu, j'ai un super menu, le haut qui me cache la vision. Donc, voilà un exemple de site inaccessible. Donc, en pensée accessible avec des composants simples et régulièrement utilisés en HTML, il y a un formulaire, rendez-le accessible de manière simple, à savoir qu'on a l'habitude du coder en HTML, on a l'habitude de mettre un label, un input avec de type test et un identifiant, test identifiant, avec le mot de passe et le as hoché. Donc là, j'ai fait un visuel lambda avec un formulaire de connexion. C'est l'étant d'écran lit, je vous l'ai montré. Connexion groupe, édition vide, édition protégée vide, et hoché, non hoché. Donc là, on voit bien, il y a un problème d'accessibilité en chose. Remplis le formulaire. Pour régler ça, il faut mettre l'attribut fort. L'attribut fort, elle va servir d'étiquette qui doit avoir le même nom et l'ID. Et donc, en associant le label input grâce à l'attribut fort, je vais dire, et voilà, mon label, c'est un identifiant. Mon input associé à mon label, c'est un mot de passe ou la hoché, même chose chez mon ID avec l'attribut fort. Le visuel, il change pas, mais par contre, le lecteur d'écran, il va dire identifiant, édition, mot de passe, édition, protégé, et hoché, nous hoché sous souvenir de moi. Et voilà, ça fait toute la différence avec un seul attribut fort. Il est important aussi de bien définir les champs obligatoires. Donc nous, on voit il faut mettre un astérisque ou un regard rouge pour dire que c'est obligatoire. Tout ça. Mais si vous disiez pas, mettez pas l'attribut read, le lecteur d'écran, il va pas dire que ce champ est obligatoire. Donc en mettant read, il va dire identifiant édition obligatoire entrée invalide, mot de passe édition protégée obligatoire entrée invalide. Donc là, grâce à l'attribut read, on va pouvoir faire cette différence. Et n'oubliez pas de ne pas évaluer la valeur uniquement par la couleur, parce que les personnes daltoniennes sont incapables de faire la différence entre le rouge et le vert. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre une icône pour différencier, voilà, un check ou une croix pour dire c'est bon ou c'est pas bon. Ça fait toute la différence. S'il y a des images, il faut penser à les décrire. On a tendance à dire, ah bah oui, l'attribut alt, je sais pas, ouais, ça sert, donc je vais mettre le nom du fichier. Sauf que le lecteur d'écran, il va dire, Rafi visuel underscore academy underscore de underscore Paris étance 11.png. Est-ce que d'après vous, c'est une information pertinente? Pas du tout. Donc, c'est important de décrire l'image en disant, voilà, sur mon âge, je vais dire, message venant de l'Académie de Paris émise le samedi 14 novembre, un point de situation sur l'ouverture des établissements scolaires et universitaires lundi en Ile-de-France sera communiqué ce samedi en fin de journée. Et on voit bien un lecteur d'écran en ajoutant, en disant, Rafi, voilà, c'est une image, et il va décrire ce qu'il y a. Et pour cause, j'affiche image, on a bien une affiche avec le texte. Donc, si vous avez une affiche qui comporte du texte, il faut les décrire. Si vous avez un visuel qui comporte des informations pertinentes, la photo ou des pictos, tout ça, il faut les décrire. La moindre information pertinente sur une affiche, une image, une photo, il faut la décrire. Donc, c'est pour ça que l'attribution a des informations précieuses, mais il faut pas utiliser n'importe comment. Si c'est genre hello, qui n'est pas forcément une information pertinente, mettez l'attribut at vite. Autrement, vous la décrivez.
Quand vous naviguez avec le site avec le clavier, il faut vérifier chaque élément, on le focus, notamment avec la touche Tab. Et pour ça, ça joue sur le visuel. Donc, sur les liens, ils doivent être visibles. Donc, laissez-le underline par défaut, ou alors stylez-le comme vous voulez. Avec le bouton, vous mettez l'encadré sur le bouton sur chaque champ. Attention, il faut pas supprimer Outline, qui est vraiment utile par défaut. Quand vous voyez sur les navigateurs, vous voyez un encadré bleu de façon naturelle quand vous naviguez sur le focus. Et ben ça c'est un truc naturel des navigateurs, ils ont mis en place. Après, si cette couleur ne vous plaît pas, mettez Outline 0 et là vous le stylez avec le focus qui est donc une valeur pour le clavier, ou focus visible si vous voulez pas avec votre souris en cliquant sur un élément. Il y a un joli design. Donc mettez focus visible. Pour la souris, ça va être over. Donc il faut bien s'assurer que chaque menu, les sous-menus, les champs, les liens, les boutons, ils soient accessibles depuis la touche Tab et ils soient bien visibles. Et vérifier également le lecteur d'écran restitue bien les bonnes informations. Et qu'est-ce qui se passe si on a des liens qui ne sont pas accessibles? Donc moi j'ai fait un visuel avec liste de mes articles. Le passage de Lorem Ipsum, moi j'aime bien utiliser des trucs de Ipsum. Et donc nous on voit bien il y a un lien pour chaque article. Mais la personne qui va utiliser les tartes d'écran, elle va dire lire la suite, lien, lire la suite, lien, lire la suite, lien, lire la suite, lien. Comment elles peuvent savoir le bon lien de l'article qu'elle veut lire? Comment elle peut savoir? Donc, il faut éviter les informations comme ici, lire la suite, voir ce lien ici, par là. Ce sont pas des informations pertinentes. Mettez une information pertinente. Comment? Grâce à l'attribut title, donc, vous savez, quand vous mettez sur le lien, il y a un petit tooltip qui s'affiche. Et donc, ça, c'est le title. Et le title, il va dire, le lecteur d'écran, il va dire lire la suite du passage de Lorem Ipsum, nouvelle fenêtre. Et si, parce que je dois préciser, c'est une nouvelle fenêtre pour signaler à l'utilisateur ou à l'utilisatrice une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Sinon, autrement, elle va perdre son temps à attendre que la page s'affiche. Or, il y a une nouvelle fenêtre qui s'est affichée et elle ne saurait pas. Donc, c'est important de préciser une nouvelle fenêtre. Et le visuel, il change pas. Par contre, on a bien le lecteur d'écran qui restitue, mais lire la suite du passage de Lorem Ipsum standard en latin, lire la suite d'un autre passage, lire la suite de l'article de l'accessibilité numérique et lire la suite sur H2A. On a bien 4 informations différentes. Par contre, si le libellé de votre lien est explicite, il faut pas utiliser le title. Ça rend l'information totalement redondante. Je vous avais vu tout à l'heure en Séville et Céline disait il y a un problème avec les boutons, j'ai renvoyé bouton. La faute fait on a mis un bouton, une image dans un bouton sans description. Donc le visuel Visa, Mastercard et PayPal, on voit nous, mais le lecteur d'écran il va dire bouton. Pour le rendre accessible, grâce aux astuces que je vous ai montrées tout à l'heure, il y a deux façons. Avec le title, tu vas dire le titre sur mon bouton disant payer avec Visa. Et donc là, je laisse attribut vide parce que j'ai déjà une information dans mon title. Ou alors, dans mon image, je vais décrire mon image dans l'attribut être en disant payer avec Mastercard. Et vous voyez, le visuel, il ne change pas. Par contre, j'ai bien payer avec Visa, bouton, payer avec Mastercard, graphique, bouton, payer avec PayPal, graphique, bouton. C'est simple, n'est-ce pas? Un peu de rappel, la sémantique, un bouton n'est pas un lien n'est pas un bouton. J'ai vu des devs qui aiment bien dire, mais oui, je veux mon lien ressemble à un bouton, donc je vais mettre un bouton et je fais une redirection derrière en JavaScript. Ou alors, je voudrais mon lien il ressemble à un bouton, donc je fais un lien et je fais une action JavaScript. Non. Si ça doit aller quelque part, mettez un lien. Si ça doit faire quelque chose, mettez un bouton.
Et si vous voulez les liens et les boutons sont ensemble, il faut les styler. Je sais, il y a des developers qui n'aiment pas styler le graphisme, mais il faudrait passer par là. Il y a aussi l'utilisation du time index qui est méconnu aussi. On ne sait pas à quoi il sert et on a tendance à dire voilà, bon, je mets time index -1. Le problème du test index -1, ça enlève le focus et du coup sur un champ, si vous mettez test -, le focus il va jamais passer par là. Et du coup, la personne pourra pas remplir le formulaire puisqu'on passe par là. Donc, le time index, c'est soit 0, soit 1. Le 0, si vous créez, par exemple, un div avec un bouton, div role bouton, et là, vous mettez time index 0 pour ce bouton qui est un div reçoit le focus. Par exemple aussi, avec un pop-up, un dialogue, qui s'affiche pour l'instant, on n'a pas le focus, donc on veut pas qu'il soit visible, donc on va mettre un time index -1. Et au moment où on veut afficher pop-up, on va changer la valeur en mettant time index 0. Donc, c'est des petits trucs comme ça. Surtout, n'attribuez pas d'ordre au time index. Ne mettez pas 1, 2, 3, 4 pour dire, voilà, je veux ce champ se suive après ce champ-là. Non, ça nuit à l'ordre naturel. Donc, il faut éviter de jouer avec ces valeurs-là. Comment rendre accessible la structure du site? On avait dit il y avait un problème quand on crée souvent des projets React, Angular ou Vue.js. Par défaut, le nom est en anglais. N'oubliez pas de le mettre en français pour éviter que le lecteur d'écran lise le site en anglais. Ici, dans votre site, vous avez des mots en anglais sur des paragraphes. Mettez un span en ENG pour dire, voilà, j'ai un mot anglais qui va être focalisé. Autrement, le lecteur d'écran, il va dire quelque chose en anglais, mais avec un obscur accent français incompréhensible. Donc, c'est vraiment, voilà. Donc, vraiment, c'est important de définir la langue de votre page et la langue de certains mots. Il faut également respecter la hiérarchie des titres. Pourquoi? Parce que s'il y a un trou entre H1 et H3, ça va poser problème à la personne qui utilise le lecteur d'écran et va détecter tout de suite la hiérarchie des titres. Et donc, s'il y a un trou, la hiérarchie suit pas et donc ne va pas être vocalisée. Donc, c'est important de penser la hiérarchie des titres comme un sommaire de la table des matières et de faire. N'utilisez pas seulement les titres juste pour styler en disant oui, le H1 est trop haut, donc je vais mettre à H3. Non. Donc, c'est important de respecter une hiérarchie pour assimiler l'information et aussi, c'est bon pour les SEO, pour le moteur de recherche. Si besoin, vous avez besoin de styler votre titre, mettrez une classe H3. Donc, dans votre CSS, vous avez la classe H3, mettez aussi .H3, comme ça, vous avez le titre, le style associé au H1, mais avec la classe H3. Il faut également respecter la structure du document. Donc, on a le header, le nav, le main, le footer qui sont obligatoires. Le main, il est unique et le nav, il est réservé aux zones de navigation. On peut en avoir plusieurs. Et c'est important d'attribuer les rôles à chaque structure du document. Elle permet aux personnes de lecteur d'écran de savoir où se diriger. Donc, si on définit le rôle banner dans mon header, je vais dire je suis dans l'entête. Si je dis le rôle main dans mon type main, je suis dans la main, ainsi de suite avec le footer open info, le search pour si elle est utilisé dans une div en comportant la zone de recherche et la navigation avec le rôle navigation. Donc c'est vraiment, ça peut sembler faire doublon, mais c'est important. Il est important aussi de poser aux hommes-têtes, je vous l'ai montré lors de la démo, il faut pouvoir agrandir le site jusqu'à 200%, voire à 100%, 500% sans intérêt. Et c'est important aussi de mettre des tailles en valeur relative REM, EM, pourcentage. Parce que les valeurs fixes, on met 12 et on veut grossir, la police 12, elle va toujours rester au même endroit et donc elle va être fichée. Les valeurs relatives, en soumant, elle va suivre en agrandissant
et grossir le texte en même temps. C'est important de respecter le contraste également. Donc, on a un ratio 4,5,1 minimum entre le texte et son arrière-plan. Et un ratio de 3,1 pour un zoom à partir de 120 ou 150% de la taille du texte. Pourquoi? Alors, il y a Olivier qui vous dit, ben voilà, j'ai un contraste plus bas de 1,65%. Voici le tout type. Est-ce que vous le voyez? Pas du tout. Moi-même, je le vois à peine. Pour ceux qui le voient, ils peuvent le voir, mais voilà, c'est toi. Et moi, tout à l'heure, j'ai dit, c'est le newsletter. Oui, les couleurs sont sympas, mais j'arrive pas à lire. Voilà. Ouais, j'ai reçu le mail et j'étais dans l'incapacité de lire. Donc, les contrastes sont vraiment importants. Et il existe des liens qui permettent de faire votre graphie avec des couleurs accessibles. Vous avez sûrement entendu parler de ARIA. Donc, ARIA est une spécification d'accessibilité qui permet de définir sur les composants simples et riches une description des rôles, des états, des propriétés, de manière qu'elles soient accessibles, reconnaissables et utilisables par les technologies d'assistance. Et donc, ça va permettre de restituer facilement les informations avec le clavier. Il y a une règle qui dit, si vous ne savez pas utiliser ARIA, abstenez-vous. Voilà. Parce que tant que vous ne savez pas en faire, il faut pas l'utiliser. Par contre, si dans le HUD, vous voyez des ARIA, laissez. Ne supprimez pas juste parce que vous savez pas à quoi ça sert. Ils ont une utilité. Et par exemple, il y a des attributs ARIA qui n'est plus connu comme ARIA label, qui est l'équivalent de title. ARIA label by, qui sert à titrer l'objet. ARIA decrypt by pour décrire les objets. ARIA read, qui est pareil, read. ARIA read pour les radio-boutons, pour dire tel élément est hoché. ARIA invalide, on veut restituer les messages d'erreur pour dire voilà, mon champ est invalide, donc je dois dire ce champ est invalide. ARIA leave lors des notifications pour dire voilà, j'ai une information importante à restituer immédiatement, donc je vais utiliser ARIA leave. ARIA expanded pour les éléments, les onglets à déplier, replier, ou le plus connu, ARIA hidden, vous voyez, on vous crée des icônes, et les icônes ne sont pas des informations pertinentes. Donc, on va tendance à les cacher visuellement pour les lecteurs d'écran, mais qui restent visibles à nous. Et voilà, donc avec les attributs HTML, tout simplement, on commence à bien rendre accessibles les formulaires, certains aspects du site, les pages les plus simples, et c'est très peu au-dessus. À quel moment on commence à concevoir l'accessibilité numérique? Dès le début du projet. Parce que si vous le faites à la fin, il me dit, ben oui, on a oublié l'accessibilité, il va falloir tout repasser et ça va vous coûter plus cher. On dit, ah mais oui, mince, on n'a pas fait l'accessibilité, il faut refaire chaque page où il y a des défauts d'accessibilité, du coup ça va vous prendre du temps, il faut revoir des trucs, il faut casser des trucs et tout ça. Et ça, c'est une perte de temps. Donc, si vous pensez à l'accessibilité dès le début du projet, avec le chef de projet, avec les designers pour définir les palettes de couleurs accessibles, former les devs pour implémenter l'accessibilité numérique. En équipe, il faut penser à l'accessibilité numérique. Et ça ne concerne pas les sites Internet, il y a aussi des sites intranet et extranet. Pourquoi? Il y a des personnes handicapées qui travaillent également. Je connais une personne qui est développeur, et donc, elle fait son travail. C'est incroyable, je sais, mais c'est possible. Donc, si vos outils en interne ne sont pas accessibles, elles peuvent faire leur travail correctement. Il n'y a pas de solution magique. Je sais, c'est tentant de mettre des outils de surcouche pour dire, voilà, en 2 minutes, je rends mon site accessible. Ça peut marcher pour certains types de handicap, mais ça répond pas à tous les besoins. Et ça peut rentrer en conflit avec les technologies d'assistance
Donc, la solution, c'est vraiment mettre les bains dans le HUD. Donc, voilà, de faire en sorte tout soit accessible de A à Z. Et l'utilisateur, lui, il a à ajuster ses propres besoins en disant, voilà, j'utilise l'écran d'écran, j'utilise une loupe agrandissante, etc. Donc, c'est vraiment important. C'est les thèmes dont vous choisissez, le thème sombre, le thème clair, ou vous donne le choix de choisir le thème qui vous convient. Là, c'est la même chose en implémentant l'accessibilité. Il faut, on donne le choix à l'utilisateur de ce qu'il a besoin. Avec un outil de surcouche, ça limite sa liberté et ses choix. Alors, je vais vous faire un petit démo avec un site accessible, donc par exemple mai.org. Donc je dis voilà, j'ai oublié d'afficher le lecteur d'écran évidemment pour vous montrer comment ça se passe. Hop, je commence. Voilà. Donc il n'y a plus de son. Bannière région, allez à l'accueil du site make.org, visitez lien titre niveau 1. Navigation principale du site, navigation région, liste de notre approche, ouverture dans un nouvel onglet, devenir partenaire, ouverture, rechercher édition vide, annuler bouton. Vous l'avez compris, c'est accessible et c'est bien restitué. Et moi, j'ai utilisé un volume et un débit pour eux, vous comprenez. Mais les personnes, elles utilisent avec un débit, mais à une toute vitesse, un seul, elles peuvent comprendre. Et donc, ce qui fait, elles perdent pas du tout. Nous, on attend, voilà, c'est bien réalisé. Donc, avec la touche tab, vous pouvez voir, je vois où je vais, je vois les informations sont bien correctement restituées avec les boutons et tout ça. Donc, c'est vraiment important. Et c'est joli, hein, l'accessibilité, c'est pas moche, hein, en choisissant les bonnes couleurs, c'est important. En termes de législation SIA, donc il y a l'article 47 de la loi 2005 qui dit les sites publics ils doivent être accessibles, donc les services de l'État, les impôts, tout ce qui nécessite de l'accessibilité numérique, donc les entreprises publiques elles doivent être accessibles. Et donc il y a aussi la loi 106 qui dit, oui, les entreprises privées aussi doivent être accessibles sous condition de CA, avec un schéma, une mention visible, et si c'est pas accessible, il y a une sanction administrative. Par exemple, en déclaration d'accessibilité, vous avez, voilà, qui dit, voilà, mais, .org, il dit, 75% des critères de RG2A, je vais vous expliquer, sont respectés, et tu vas expliquer, voilà, l'engagement, l'état de conformité, les tests ils ont fait avec le navigateur et avec la technologie utilisée, et etc. Donc c'est vraiment important de savoir quelles pages sont accessibles ou pas. Et donc s'il y a un problème d'accessibilité, mettez en tête pour que l'utilisateur puisse contacter s'il y a un souci d'accessibilité. Et donc les sites publics avaient juste en 2018-2020 pour être en conformité. Et les sites privés et pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros devaient être également être en conformité en 2020. Sauf que la loi française, on a repoussé l'échéance. Et on a revu à la baisse en disant, voilà, vous avez en 2025, voire 2030 pour vous mettre en conformité. Et ça concerne les entreprises privées avec un chiffre d'affaires de plus de 2 millions d'euros, ainsi que les sites publics. Donc, vous avez en 2005 pour vous mettre en conformité. L'RG2A, donc c'est une norme qui permet de contrôler l'accessibilité de votre site et du contenu, et donc c'est basé sur le WEA, qui est une norme internationale. Et le RG2A est mis en place par le gouvernement, la DINOM, la Direction interministérielle du numérique, et il y a environ une centaine de critères à respecter. C'est beaucoup, je sais, mais c'est nécessaire. Pour vous documenter, je vous mettrai à disposition tout un lien pour vous aider.
Donc, c'est important on prenait l'accessibilité numérique avec tout un tas de référentiels. Donc, vous avez les critères Archer2A avec une notice Access to Web. Et si vous avez besoin de tester, il y a tout un tas d'extensions Chrome et Firefox qui vous permettent de dire si les on-traces sont respectés ou pas, s'il manque des étiquettes, des attributs. Et même dans l'inspecteur F2 de chez Edge et Chrome, vous avez un onglet accessibilité qui permet justement de vérifier l'accessibilité. Donc il y a plein de référentiels pour vous aider. Et je vous ai donné là, c'est vraiment le tout début, hein, c'est vraiment la base de chez la base. Si vous voulez en savoir plus, et j'espère, il faudra que vous fassiez une formation très poussée auprès des agences qui sont spécialisées dans l'accessibilité numérique, une formation de 2-3 jours pour que vous appreniez auprès de ces agences-là. Après, si vous, en interne, si vous avez une équipe référente d'accessibilité, c'est bien, vous pouvez aussi vous faire accompagner par ces mêmes agences et faire des audits pour dire, voilà, votre site est bien accessible ou pas, et vous fournir un taux de conformité et donc un schéma pluriannuel, une déclaration d'accessibilité. Merci beaucoup. Donc, vous trouverez ma présentation avec tous les liens possibles et voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il reste 5 minutes. Une question là-bas. Vous avez un micro parce que moi sinon je vous entends pas. C'est pour vous fassiez transcrire par les messagers. D'ailleurs, je remercie beaucoup les organes de TFS Toulouse de rendre accessible. Enfin, ça me permet de suivre vos événements et conférences. Donc, c'est vraiment très appréciable et je suis sûre que je suis pas la seule à en bénéficier. Je vous écoute. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir ce que, d'après vous, la navigation mobile avait changé dans notre rapport à l'accessibilité. Parce qu'elle apporte de solutions dans la manière qu'on a de zoomer, par exemple, sur un site internet, sur un navigateur mobile ou bien le tactile. Voilà. Je voulais savoir ce que ça avait un peu changé. Effectivement, donc aujourd'hui sur les mobiles, surtout Apple, qui a fait beaucoup de choses pour l'accessibilité, et sur les iPhones par exemple, il y a VoiceOver qui est intégré sur les mobiles, et donc c'est un lecteur d'écran et VoiceOver également, et pour naviguer sur mobile, s'en sort très bien, à condition effectivement que les applications mobiles et sites internet soient accessibles. Les webmaps et les sites internet, c'est du HTML, donc il faut les rendre accessibles avec des attributs HTML. Mais par contre, c'est des applications avec WPF ou Kotlin ou etc. Il y a d'autres façons de coder avec des attributs différents, mais on retrouve les mêmes genres. Donc voilà, c'est important aussi avec des applications riche d'implémenter l'accessibilité numérique justement pour pouvoir naviguer en mobile. Et concernant le zoom, évidemment, avec le responsive, ça félicite évidemment le zoom. Et ça, il faut vérifier de sorte que ça se passe bien également. Donc, c'est tous ces tests-là, c'est pour ça qu'il y a des critères Archer2A qui permettent de vous de vérifier chaque aspect de l'accessibilité de votre site, qu'il soit en desktop ou en mobile. Autre question? Non? Merci beaucoup.